Bonsoir à tous, bonsoir Camille. Bonsoir. Bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Alors ce soir le thème c'est consultation auprès d'une orthophoniste. Du coup comme vous avez pu le constater, donc on commence un tout petit peu en retard, c'est pas du tout fait exprès. À la base de toute façon on avait prévu de faire ce NeuroLive, c'était début juillet, je sais plus en fait si c'était début juillet ou c'était à la fin du mois de juin. Il y a exactement 2 semaines. Il y a exactement 2 semaines. Ah, c'est ça, pendant la canicule. Alors on avait pourtant tout fait pour faire le NeuroLive, mais du coup désolé, ça avait été un tout petit peu compliqué entre les bouchons et puis tout simplement le fait que toi et moi en fait on travaille le mercredi. Voilà. Et puis on a nos rendez-vous patients. Alors après c'est de ma faute, moi je veux absolument et tout faire des NeuroLive avant les vacances d'été. Et puis Camille bien gentiment elle s'était montrée disponible pour assurer ce NeuroLive avec moi. Mais bon, ça n'avait pas pu se faire il y a 2 semaines. Et du coup là ce soir on a essayé de faire au mieux pour que le NeuroLive puisse avoir lieu. Et puis de toute façon, d'expérience, je te dis, mais c'est finalement en fait lorsqu'on commence un peu plus tard, il y a plus de gens et tout qui vont nous regarder et tout en direct, Ouais. ce qui est plutôt positif. Alors ce qu'on va faire et tout, puisque là donc en gros c'est la première fois que vous voyez Camille pour le NeuroLive, elle va se présenter tout simplement à vous. À chaque fois et tout, on va dire les nouveaux intervenants et tout se présentent, et puis ensuite elle retracera un petit peu son parcours pour pouvoir devenir du coup orthophoniste. Alors ça c'est important, elle insiste aussi pour le faire parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous regardent et du coup qui sait peut-être des étudiants en ortho qui nous regardent, et c'est toujours intéressant aussi d'avoir un petit peu le retour de professionnels déjà sur leur parcours en tant qu'étudiant. Et puis après ensuite on parlera un petit peu donc de ce que c'est que finalement la consultation chez une orthophoniste, qu'est-ce que le bilan permet de pouvoir mettre en avant, quelles sont les préconisations possibles par une orthophoniste. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on parle aussi des galères qui existent pour avoir rendez-vous auprès d'une orthophoniste. Mais bon, c'est normal, ça fait partie malheureusement, ça fait partie du quotidien, du parcours du combattant, du patient. Voilà en gros pour le cadre. Je t'en prie, c'est parti. Il ne faut pas hésiter à parler super fort en fait, parce que le micro est mieux sur le Je vais essayer d'ajuster ma voix. Donc déjà, désolée pour il y a 2 semaines. Mais je trouve que maintenant les températures sont beaucoup plus clémentes et je pense que vous aussi, vous devez être beaucoup plus concentrés. Carrément. Comme nous aussi. Donc, voilà. Donc moi je m'appelle Camille Zeglin, je suis orthophoniste à Paris depuis 3 ans en libéral. Je travaille aussi dans un centre, un CHJ à Belleville, une journée par semaine. Et je travaille aussi à Champs-sur-Marne, dans le cabinet Paris-Santé-Est. Dans le 77. Donc en fait, pour devenir orthophoniste, moi j'ai fait un parcours assez atypique qui peut plus se faire malheureusement maintenant, mais en fait j'ai fait une licence en psychologie à Lille et j'ai fait ensuite un master en ortho à Bruxelles, chose qui n'est plus possible maintenant en fait de passer directement par ce master. En fait, la Belgique a stoppé justement l'arrivée des Français parce qu'il y en a eu à trop à un moment. Mais c'est toujours possible de faire justement cette formation universitaire par contre en 5 ans. Et je sais qu'il existe aussi des hautes écoles en 3 ans qui changent un petit peu leur processus d'entrée. Soit c'est des petits concours, soit des grands concours, soit des tirages au sort. Donc ça change vraiment d'une année à l'autre. Et puis il y a aussi bien sûr l'école d'orthophonie en France, donc dans différentes villes, qui est accessible en fait avec un concours d'entrée qui est par contre très difficile, très sélectif, que moi je n'ai pas passé parce que je voulais être psychologue à la base, donc j'ai pas eu l'occasion de le passer, et par contre j'ai pu faire cette passerelle, donc je l'ai fait directement. Et voilà. Je sais pas s'il y a... Du coup, c'est un parcours effectivement atypique. Ouais. Donc là, en gros, aujourd'hui, les étudiants de toute façon ne peuvent plus passer par ce genre de passerelle. Voilà. Ça arrive souvent parce que c'est marrant, tu vois, tu dis que à la base et tout, tu voulais faire psychologue. Alors, j'ai envie de dire, bon, de toute façon, c'est des métiers quand même qui sont assez proches. On fait tous partie alors, paramédical, je sais que pourtant les psychologues et tout n'ont pas finalement, en fait, on fait ni partie de la santé ni du paramédical. On est un peu perdu dans tout ça. Mais c'est intéressant parce que tu vas avoir quand même pas mal d'étudiants et tout qui soit voulaient faire du psy puis après ortho, ou maintenant même parfois tu as l'inverse, tu as des gens et tout qui font psycho puis finalement on voit un petit peu comment ça marche pour les orthophonistes
et du coup décident d'entamer des études pour devenir orthophoniste. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est des métiers quand même qui vont être assez liés, assez proches. Du coup, alors de ton expérience en tant que professionnel en libéral, comment ça se passe une consultation auprès d'une orthophoniste? Qui sont les prescripteurs, les plus grands prescripteurs? Est-ce que tu as des parents et tout est-ce que toi tu n'exerces que chez l'enfant en libéral? Non. Alors j'ai fait longtemps uniquement enfant, surtout quand j'étais à Bruxelles, j'étais vraiment spécialisée petite enfance, troubles du comportement aussi, donc très pédopsie. Et là, en fait, depuis que je suis revenue en France, je prends beaucoup de patients neuro, c'est-à-dire par exemple des patients qui ont fait un AVC, donc qui ont une aphasie à rééduquer, ou qui ont un début de dégénérescence. Et ça, je trouve ça très très important, très très intéressant. Donc du coup, j'essaye d'en faire un petit peu plus. Et en ce moment, j'aime bien faire des pratiques assez variées. Voilà. Donc je suis pas uniquement enfant, mais c'est vrai que par contre, je trouve que j'ai plus de demandes, en tout cas pour l'enfant, que pour l'adulte. Après, c'est peut-être aussi parce que le cabinet où je travaille, on est connu pour être plus spécialisé pédopsie. Mais il y a de la demande aussi pour les patients AVC. Et c'est surtout très urgent en ce moment. La plupart en tout cas, moi, la plupart des patients et tout que je rencontre, lorsque je leur demande est-ce que jusqu'à maintenant ils ont été amenés ou pas à rencontrer un professionnel, ils vont tous me dire, pas tous, mais on va dire à 80%, oui, j'ai fait un peu d'orthophonie. Ou en tout cas, les parents vont dire oui, mon enfant a fait un peu d'orthophonie lorsqu'il était plus jeune. Est-ce que c'est. Alors, comment ça se passe? Du coup, toi, avec ton regard en tant que praticien, en tant qu'orthophoniste, comment ça se passe une première consultation auprès d'une orthophoniste, c'est quoi? Déjà, je vais répondre à ce que tu avais dit avant aussi, c'est-à-dire qui m'envoie les patients. Donc ça, c'est très varié. Donc en fait, vraiment le prescripteur, donc c'est le médecin. On a besoin pour prendre en charge, en tout cas en libéral, d'une ordonnance absolument. Donc ça, il faut que ce soit un médecin. Il faut l'ordonnance. Ça peut être un généraliste, ça peut être un pédopsychiatre, ça peut être un neurologue. Il faut vraiment que ce soit un médecin. Donc ça, c'est vraiment obligatoire, c'est la base. Donc lui va faire son ordonnance pour le bilan et pour la rééducation, si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a besoin ou pas de définir le nombre de séances? Je sais que parfois, par exemple, il y a besoin de dire oui, il faut 40 séances. Non. Alors il y a certains médecins qui l'indiquent sur les ordonnances, mais en fait on n'a pas besoin, parce que comme on est remboursé par la sécurité sociale, tout est automatique, quoi. Du coup, on sait que pour telle pathologie, ça sera 50 séances, pour telle autre, ça sera 30. Donc ça, on met le médecin souvent. Après, on fait comme on veut. Si on voit qu'il y a eu des progrès avant toutes ces séances, mais c'est très rare, on peut arrêter avant. Ou si au contraire, on voit qu'il y a besoin de plus, on fait ce qu'on appelle un renouvellement. Et on garde même la même ordonnance, ou alors on en redemande une autre. Quand on parle de séance, une séance c'est bien 30 minutes, c'est pas une heure. Alors c'est 30 minutes ou 45 minutes, ça dépend. Ça dépend. Mais moi je fais. Alors pour les neuros, je fais 45 parfois. Et pour les enfants, je fais toujours 30 minutes parce que j'ai déjà testé 1 heure. Et après, c'est vraiment chaque thérapeute fait comme il le veut, mais moi je préfère vraiment même une demi-heure, ne serait-ce que pour l'attention. Je trouve qu'on est vraiment mieux concentré pour 30 minutes. Et surtout des patients qui ont des difficultés d'attention, des enfants déjà qui ont des difficultés à la base, c'est très difficile pour eux de tenir 45 minutes, je trouve. Donc moi je fais 30 minutes. Donc ça veut dire que là c'est le praticien en fait qui choisit, c'est pas parce que telle pathologie, en gros en fait il faut que ce soit réglementé. Il y a aussi, c'est réglementé. Okay. Ouais. Okay. Donc en gros les prescripteurs on les a. Ensuite donc est-ce que vous faites l'entretien d'anamnèse? Oui, aussi. Oui, donc plus ou moins long aussi. Et c'est hyper important parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur ma formation en psycho et le fait que ce soit des métiers très liés. Moi, je trouve que c'est extrêmement lié et on a besoin de savoir s'il y a quelque chose à savoir. Ça peut être très très lié au langage, mais pour moi, c'est indispensable, quoi. Après, c'est ce qu'on fait d'entrée en fait. Et
je trouve que ça peut être aussi perturbant pour un patient qui ne nous connaît pas, qui est là pour la première fois, de se livrer comme ça. S'il y a quelque chose de grave ou très important pour lui qui s'est passé, je trouve que ça peut être difficile pour lui d'en parler tout de suite. Donc parfois on découvre des choses un peu plus tard. Donc petit à il faut petit. essayer de faire au cas par cas. On est d'accord ou pas? Voilà, en tout cas, moi, ça, c'est ma vision des choses. La plainte principale pour aller voir une orthophoniste, c'est parce qu'il va y avoir des difficultés ou alors en tout cas des suspicions de difficultés au niveau du langage oral écrit. Ouais. Ça, c'est ça qui amène normalement à s'orienter vers une orthophoniste. Voilà. Mais après, il y a cette fameuse attention, parce que pour moi, les difficultés attention et par exemple lecture orthographe et puis aussi langage oral finalement, c'est très très lié. Donc pour moi, c'est les problèmes d'attention qui vont venir perturber le langage, mais c'est quelque chose qui se travaille pour moi en même temps en fait. Et qui est très facile à travailler en même temps justement, parce qu'on a tout un matériel qui est adapté et pour l'attention on est pas mal lotis. Alors juste du coup il y a Claudine qui pose une question, c'est une excellente question. Est-ce qu'au bout d'un moment, alors est-ce qu'au bout d'un temps les séances fonctionnent moins car patients et orthophonistes se connaissent trop? Alors moi j'ai jamais eu franchement ce souci là. Après quand on parle justement du fait qu'au bout d'un certain temps, le patient et orthophoniste se connaissent trop, je dirais peut-être qu'il y aurait chez certains patients une lassitude, ce que je peux comprendre. Et en fait, nous aussi en tant que thérapeute, on doit aussi savoir réorienter quand on sent qu'il n'y a plus de progrès. Une lassitude ou même parfois, pas forcément une lassitude, mais moi je sais que par exemple des patients que j'aurais plus de 4 ou 5 ans, je trouve que ça leur ferait du bien d'avoir une autre approche parce que vraiment comme on est dans la thérapie, toutes les orthophonistes ont quand même des pratiques très différentes et l'une ne va pas convenir à l'autre. C'est ça en fait, c'est que alors là pour le coup peu importe la profession, déjà de 1 il faut que ça matche entre le praticien et le patient. Ouais. Si ça ne matche pas, je trouve que ça sert à rien. C'est possible qu'à un moment donné en fait on sorte un peu en tout cas la prise en charge sort un peu du cadre thérapeutique et qu'après il y ait d'autres choses finalement en fait qui se créent, mais le patient ne progresse plus. À ce moment-là c'est le praticien quand même qui doit réussir à soit redéfinir le cadre ou alors admettre que justement là en gros la séance n'est plus bénéfique pour le patient et réorienter vers quelqu'un d'autre. Après ça je crois qu'il n'y a pas franchement de règles de base. Moi je connaissais des orthophonistes qui en gros en fait ne faisaient pas durer les prises en charge au-delà de 2 ans. Il y a certains neuropsychologues qui vont garder des patients pendant je sais pas combien d'années, il y en a d'autres pendant juste 1 an. Après, c'est vraiment un avis perso. Moi, je trouve que j'ai des patients là maintenant à Paris que je suis depuis 3 ans et demi, donc je les connais très bien. Et je trouve que c'est plutôt positif, moi, pour la prise en charge. Limite, ça te permet de travailler autre chose. Je pense à un patient, justement, qui a eu un AVC, donc la prise en charge est plutôt neuro, que je vois 3 fois par semaine. Je sais que forcément, on se connaît très très bien. Je sais qu'à un moment il était question qu'il aille dans un centre et qu'il voit une autre ortho parce que du coup il changeait de département. Ça l'a fait paniquer quoi. Donc ça c'est autre chose. Donc il n'y a pas vraiment de règles définies, c'est un peu non, c'est vraiment comme on le sent aussi. Mais la règle de base, je dirais que quand on sent qu'il n'y a plus de progrès, c'est plutôt que de laisser couler par entre guillemets fierté, ne pas hésiter à envoyer vers un autre thérapeute. Mais ça c'est comme les psychologues. Moi je vois, il y en a et tout, ils sont suivis pendant je sais pas combien de temps par des psys et en gros en fait je leur demande mais est-ce qu'il y a des progrès ou pas. Ils me disent non. Je dis ça va vous voir. Pourquoi vous voulez continuer? C'est que alors soit dans le pire des cas en fait, dans le meilleur des cas pardon, c'est que de toute façon ça fait rien parce que voilà ça joue pas sur un temps en fait qui aurait pu être optimisé d'une autre façon. Soit dans le pire des cas justement ça joue sur un temps où le patient a réellement pu progresser et ça aurait été beaucoup mieux en fait finalement qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Mais ça après ça c'est chacun et puis le libre choix du praticien.
Après, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, surtout au début en fait, de prise en charge, avec surtout des enfants avec des troubles du comportement qui sont très très agressifs. Et on essaye 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on voit que ça ne marche toujours pas, on se demande qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais pas réorienter, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la relation qui n'est pas en place. Et ça m'est déjà arrivé vraiment d'être au bord de réorienter et bim, la séance suivante. Ça se passe bien. Petit déclic, on ne sait pas pourquoi. Et ça se passe bien, oui. Est-ce que justement, alors on va faire dans l'ordre. Déjà, le premier rendez-vous, il coûte combien le premier rendez-vous? Alors, du coup, en fait, le premier rendez-vous, c'est souvent, c'est normalement un bilan, sauf si c'est quelqu'un qui est déjà en suivi et qui nous est réorienté, pardon. Mais la première séance, ça sera toujours un bilan, en tout cas. Donc le tarif, c'est... alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bilan, vu que j'ai tous mes patients qui sont suivis. Je me dis que ça peut augmenter. C'était 60 € et je pense que ça a augmenté à 75 et c'est remboursé à 60% par la Sécu. Ah, c'est pas 100%? Non, c'est 60% et puis les 40% la mutuelle. D'accord. Okay. Et puis pour les bilans en euros, maintenant, je sais que c'est 100 € qui est remboursé par la Sécu. Donc ça aussi, il y a toujours 60% même en rééducation qui va être pris en charge par la sécurité sociale, tant qu'on a les droits et surtout la carte vitale et l'ordonnance. Et il y a aussi le cas des patients CMU et ALD qui, eux, n'ont vraiment rien à avancer. Tout est pris en charge à 100% directement. Donc en gros, il y a ce premier rendez-vous. Ensuite, est-ce qu'il est possible dès le départ en fait, de pouvoir établir un certain nombre de séances? Voilà. Est-ce que justement, par exemple toi, ou est-ce que tu sais si d'autres orthophonistes le font, justement vous prenez le temps de faire le point? Tu vois là, tu le disais tout, au bout de 4 séances, finalement après, hop, il y a eu un déclic. Est-ce que ça peut arriver finalement en fait, de se dire, bah moi en tant que praticien, d'office, quoi qu'il en soit, en fait, je fais le point, juste histoire de voir en fait ce que ça va donner. Essayer de donner comme ça un nombre de séances. En tout cas, de dire, par exemple, au bout de 4-5 séances, en fait, je fais le point. Moi, j'arrive pas. Franchement, on m'a déjà demandé combien de séances il faudra, et moi, j'arrive pas à répondre directement. Et j'ai besoin d'apprendre à connaître le patient, etc. Et franchement, souvent, j'utilise toutes les séances, très très souvent en tout cas, toutes les séances de l'ordonnance, de la première ordonnance. Et si je vois qu'il y a d'énormes progrès, qu'il n'y a plus besoin, ou que c'est trop dur de venir, etc., on stoppe. Mais en tout cas, ça m'est arrivé très très rarement. J'ai plus des patients que je renouvelle en fait. Mais pour moi, c'est très difficile, à part si c'est des petits troubles d'articulation qui ne sont pas très importants. Mais sinon, j'ai du mal à répondre à cette question. Et pour moi, il faut vraiment voir aussi à quelle allure le patient progresse. Donc déjà, avoir fait quelques séances. Parce que ça peut être vraiment très variable. À partir de quel âge on peut aller voir une orthophoniste, et en même temps, quelles sont les raisons principales qui pourraient amener à avoir une orthophoniste sans qu'il y ait eu AVC ou trauma crânien ou voilà, ce genre de choses? Alors pour moi, c'est le plus tôt possible, vraiment. Alors je sais que c'est très compliqué étant donné le manque d'orthophonistes, en tout cas en France en ce moment, mais pour moi, le plus tôt possible en fait, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ne serait-ce que pour faire un bilan. Et je sais qu'en fait, il y a parfois à l'école, on a déjà entendu non, il faut attendre, ça va peut-être se remettre tout seul, etc. Et ça, c'est vraiment plutôt mieux vaut quand même en fait avoir l'avis d'un expert plutôt en fait le plus tôt possible. Surtout même pour des petits troubles d'articulation, plus on va laisser l'enfant avec ses difficultés, et pire ce sera, et plus dur ce sera pour nous après de rééduquer en fait. Parce que l'erreur, elle va être ancrée. Et il y a aussi tout ce qui est plasticité cérébrale, qu'on connaît bien. Donc c'est-à-dire que plus l'enfant est jeune, plus son cerveau va être plastique, et donc plus les difficultés, tant au niveau langage oral que écrite, vont être faciles à corriger en fait, même ne serait-ce que le placement de la langue. Alors justement, du coup, je pose quand même la question, parce que par exemple, moi ça peut arriver tout quand on pose la question, à partir de quand on peut faire un bilan pour un enfant. Pareil du coup pour l'orthophoniste, est-ce que du coup il faut attendre qu'il soit normalement totalement verbal, ou alors est-ce que
par exemple, je sais pas, est-ce qu'on peut en fait aller voir une orthophoniste, l'enfant à 8 mois, à 10 mois? Bah, si on sent, bon, après ça fait vraiment très tôt, mais quand on sent que vraiment l'enfant n'est pas verbal, oui, au bout d'un an et demi, quand on voit qu'il a des comportements un peu étranges, s'il regarde pas dans les yeux, s'il fait des grosses colères, des choses comme ça, avec un pédopsychiatre aussi. Donc c'est pas seulement nous, c'est vraiment Ouais, ça, je on a un comprends. pédopsychiatre, un médecin. Et puis après, pour tout ce qui est langage oral, oui, dès qu'on voit qu'il y a des problèmes d'articulation, il vaut mieux consulter. Surtout que, en fait, comme il manque d'ortho, ça sera pas, on n'aura pas forcément un rendez-vous tout de suite. Donc, Donc en gros, en fait, c'est avant même de pouvoir éventuellement observer des difficultés au niveau de la communication orale, voir déjà en fait s'il n'y a pas des difficultés au niveau de la communication tout simplement. ouais, voilà, D'accord. l'appétence à la communication. Ok. Après, sans devenir parano non plus, mais ça, en général, les parents le sentent. Mais je dis ça parce que j'ai déjà entendu justement des parents d'enfants avec des grosses difficultés qui me disaient oui, mais en fait, à l'école, ils nous ont dit d'attendre, qu'on a attendu pour un rendez-vous. Et non, s'il y a des difficultés, la difficulté, elle va faire que s'aggraver et elle va être plus difficile à corriger après. Et ça peut créer aussi d'autres troubles du coup du comportement chez l'enfant. Ouais, donc en fait, en gros, typiquement là, toi, tu mets l'accent sur le fait que bah, ça vaut quand même le coup toujours Ouais, de moi je faire suis pour. éventuellement en Après, fait ça dépend aussi un encore une rendez-vous. fois des orthophonistes, mais moi je suis pour une prise en charge précoce. Et ne Oui, serait-ce que pour prendre un rendez-vous en c'est fait. du Ça dépistage. ouais. C'est au cas où en fait il y a quelque chose derrière Ouais. à travailler. Plus vite c'est pris en charge et puis Ouais. normalement plus grandes sont les chances de pouvoir Et s'améliorer. même pour tout ce qui est langage écrit, dyslexie, donc vraiment le grand signe de la dyslexie, c'est les confusions de sons, de lettres, par exemple B et D. Et c'est vrai qu'au début, on a tendance à dire oui, mais peut-être ça va s'arranger, etc. Alors effectivement, il y a des enfants qui peuvent confondre au début, puis après, bah, ça c'est complexe du coup, parce qu'ils peuvent, du coup, les difficultés peuvent s'effacer tout de suite. Et puis d'autres enfants, justement, qui vont rester avec ces difficultés. D'accord. Et parfois, on arrive, ça m'est déjà arrivé d'avoir un ado, du coup, presque en CM2, avec ces confusions de lettres. Et c'est très très difficile du coup à faire partir, quoi, parce que l'enfant a passé toute sa scolarité avec ses confusions, et pour nous du coup de faire partir ça c'est très très difficile. Que s'ils arrivent en fait au début de l'apprentissage du langage écrit, ben là ça va être beaucoup plus facile à prendre en charge. Alors justement, parce que du coup là tu parles de la prise en charge. Il y en a beaucoup qui vont dire, alors, parmi que ce soit professionnel ou même patient, ah, 30 minutes, j'ai réussi à avoir 30 minutes avec une orthophoniste. J'ai déjà galéré à réussir à avoir en fait un créneau. J'ai ce créneau, je ne le lâche pas, mais je ne sais pas trop en fait finalement si ça va avoir un impact entre guillemets rapidement. Est-ce que du coup ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'orthophoniste est quand même obligé, alors même si chacun pratique comme il veut, mais est-ce que ça serait mieux, ça serait favorable de donner aussi du travail à faire à la maison, d'inclure la famille dans la prise en charge? Comment ça, c'est possible de pour moi, travailler? c'est vraiment du cas par cas. Et quand je disais 30 minutes, c'est vrai que j'ai pas mentionné tout à l'heure que pour les cas très très difficiles, et ça, malheureusement, c'est vraiment en fonction de la place qu'on a. L'idéal, ce serait de prendre 2 fois 30 minutes, hein, mais ça, c'est très compliqué. C'est idéal. Hein. C'est très compliqué parce qu'on n'a plus beaucoup de créneaux, et parfois, c'est très compliqué pour la famille aussi, surtout s'ils viennent de loin. J'en ai par exemple à Paris qui viennent du 93. De venir 2 fois. Donc on essaye, mais parfois c'est très compliqué, et quand on voit que la famille n'arrive pas à être régulière, bah alors on revient à 1 fois 30 minutes, et il vaut mieux 1 fois 30 minutes où l'enfant est très concentré que de rien du tout. Et pour ce qui est du travail à la maison, ça c'est vraiment cas par cas, parce qu'il y a des enfants pour qui c'est rare, mais ça peut être une contrainte, et on sent que vraiment, d'après avec tout ce qu'ils ont déjà à l'école, etc., les activités à la maison, on sent que ça serait un poids en plus. Et je veux pas, moi, que justement les séances d'ortho soient un poids, et j'aime bien aussi faire des séances assez ludiques. Donc c'est difficile de donner du jeu à la maison, à part par contre des conseils de jeu avec les parents. Et après, il y a des enfants qui même vont réclamer
des petits exercices pour qui ça va pas du tout poser de problème. Donc là, je les laisse volontiers. Et Bah, toi, c'est cool parce que du coup, on a compris que toi, tu étais vraiment à l'écoute du ouais, patient je trouve que et vraiment tu un forçais patient pas les n'est pas choses. l'autre. Et pour moi, la relation avec le patient, c'est vraiment la base. Et du coup, et voilà, j'essaye d'écouter le patient, de bien le cerner avant toute chose. Et après, c'est beaucoup plus facile. Et pour ce qui est, par contre, tout ce qui est trouble de l'articulation, vraiment prononciation en elle-même, ça c'est important de faire les petites praxis, les petits exercices à la maison, par contre. Ce que tu disais, ouais, donc en fait, c'est vraiment du cas par cas. On voit si finalement c'est pas une contrainte ou pas pour, Ouais. pour Parce qu'il l'enfant. faut pas que ça, si ça commence à devenir une contrainte, du forcing, ça va pas être bon C'est et pas ça bon. risque de dégoûter l'enfant aussi. Ce que tu avais dit, parce que du coup tu donnais un conseil par rapport au fait de pouvoir éventuellement avoir de meilleures chances d'obtenir un rendez-vous qui valait mieux privilégier les grandes villes que les banlieues. Ouais, alors dans les autres villes, bon, je sais qu'en tout cas, Donc à c'est Paris, ouais. toute la France qui est dans le même cas, peut-être moins dans le nord, parce que je sais qu'il y a plus d'orthophonistes, donc j'ai entendu qu'il y avait peut-être moins ce problème. Mais je sais que dans toutes les villes de France, et notamment à Paris, donc les orthophonistes sont surchargés, c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous. Et je crois que vraiment là, toute la banlieue parisienne, ça doit être une des régions les plus bouchées. Et donc moi en fait, c'est vrai que dans mon cabinet à Paris, j'ai beaucoup de demandes qui viennent de banlieue, du 77, 93, 91, 95, et des patients qui me disent, j'ai l'habitude maintenant, on a téléphoné à toutes les orthos de chez nous, mais en fait il y a 1, 2, voire 3 ans de liste d'attente. Et c'est vrai que nous, à Paris Centre, ça commence du coup à devenir très compliqué aussi, mais quand même moins qu'en banlieue. Mais après, du coup, comme je pense toutes mes consoeurs, confrères sont dans le même cas que moi, on a pris aussi en charge du coup des patients en banlieue et ça a fait effet boule de neige en fait. Il y a ça. Est-ce qu'il y a je sais pas, désolé si on peut parler ou pas de turnover de patients, mais est-ce qu'il n'y a pas plus un turnover de patients à Paris en tout cas que dans les banlieues? Ouais, aussi. Et puis il y a des choses oui, je pense. Et puis ça dépend du type de patient que l'orthophoniste va prendre en charge. Soit ça peut être des thérapies plus courtes. Après, il y a beaucoup de déménagements. Oui, il peut quand même y avoir. Les gens s'en foutent de Paris. Faut pas désespérer. Non, ça c'est important. Ça m'arrivait quand même à Paris. Du coup, comme j'ai beaucoup de patients de banlieue, ça leur arrive du coup de trouver par miracle des places près de chez eux en fait sur une liste d'attente où ils étaient inscrits avant. Donc là, bien sûr qu'avec toute la route qu'ils font, je vais leur dire il n'y a pas de souci quoi. On a de la chance. Et du coup, moi de toute façon j'ai une liste d'attente. Donc, oui. C'est ça, alors, du coup, ça c'est important. Parce faut pas désespérer. 1 heure de route quoi. Un patient qui faisait 1 heure de route, aller, 1 heure retour. Parce que les gens, en fait, comme tu le dis, en fait, sont désespérés. C'est triste, c'est malheureux, mais de toute façon, toi, tu dois l'avoir. Je pense que tu as quand même pas mal d'orthophonistes et tout qui l'ont vécu, ça aussi. Des gens qui pleurent au téléphone en disant, mais pitié, en fait, prenez mon enfant, il en a besoin. On a fortement recommandé, en fait, une prise en charge, un bilan, ne serait-ce qu'un bilan auprès d'une orthophoniste. Et les gens, en fait, sont prêts à tout pour avoir un rendez-vous. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que les gens en fait sont prêts à tout, et même parfois tu as certaines orthophonistes comme du coup certains praticiens d'autres domaines qui vont aussi par exemple accepter des rendez-vous, je sais pas, l'enfant il a 6 ans mais vont dire rendez-vous vendredi à 19h alors que ça après moi c'est chacun gère mais c'est vrai que ça c'est compliqué à 19h et en même temps vous derrière, parce que je sais aussi que tu as pas mal d'orthophonistes qui vont dire mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est clairement, voilà, il y a 2 ans d'attente. Alors, tu en as même certaines qui décrochent même plus, qui rappellent même plus finalement, parce qu'ils se disent, de toute façon, si c'est pour que je le rappelle, pour que je lui dise, oui, vous êtes 352e sur la liste, ou que vous avez 2 ans d'attente, ça ne sert à rien. Et, mais bon, malheureusement, c'est vrai que la situation, elle est assez catastrophique actuellement. T'as la solution? Non. Malheureusement, pour ça, pas beaucoup.
si faut ce que les n'est choses que changent. pour les patients qui sont en banlieue, savoir qu'à Paris, bon, ça peut paraître bouché aussi, mais ça l'est un peu moins quand même. Ouais, c'est important de dire que Et puis, du plus de coup, chance à Paris. essayer d'appeler le plus vite possible quand même. Et oui, effectivement, il y a quand même des turnovers. Bah, quitte à en fait accepter, c'est là aussi en fait finalement c'est triste, mais ça devient un peu du chacun pour soi en fait, du coup côté patient. Ouais. Et quitte à appeler plusieurs orthophonistes, et s'il y en a une qui vous donne un rendez-vous dans 10 mois, une autre qui vous donne rendez-vous dans un an, une autre, prenez-les tous, Oui. non? Oui, Et oui, puis oui. vous les notez, et puis après Oui. vous voyez au final, et après quitte à après annuler. Beaucoup de demandes, donc, Il y a beaucoup de monde. Et puis après, bon, bah, voilà, il faut aussi être sympa. Et c'est-à-dire que si vous arrivez à obtenir un rendez-vous avant, bon, bah, vous annulez l'autre. Et puis au moins, comme ça libère de la place pour quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'est assez problématique. T'en as encore des orthophonistes qui se déplacent. Alors, je parle pas par exemple pour les personnes âgées, parce que ça, je sais que bon, il y en a pas mal qui se déplacent. Mais pour les enfants. Ah oui, pour les enfants, c'est très rare, sauf s'il y a une situation de handicap. Mais je crois que vraiment toutes les orthos en tout cas que je connais qui font du domicile, c'est vraiment pour des patients neuro qui ont des difficultés à se déplacer. Mais s'il y a possibilité de se déplacer, non, on va pas faire. On réserve vraiment ça pour les patients parce que sinon du coup ça sera encore pire. C'est vrai. On n'aurait pas le temps de. Ça prend du temps. De se déplacer. Ouais. Du coup, donc on a parlé alors brièvement. On peut parler peut-être de quelques tests, les basiques. Moi j'aime bien à chaque fois, tu sais, en fonction de la profession, on redire quelles sont un peu les batteries de tests, entre guillemets, vraiment classiques pour chaque profession, pour voir un peu, bon bah voilà, en fonction de ce qu'on évalue, quels peuvent être le minimum, on va dire, qu'on doit utiliser. Ouais. Alors, moi je dirais qu'en langage oral, j'utilise l'Evalo, qui est vraiment une batterie assez complète qui va tester tous les aspects du langage, le lexique, donc le vocabulaire, la prononciation, la syntaxe, donc la formation des phrases, la compréhension des phrases, la compréhension du vocabulaire aussi, parce que le vocabulaire c'est à la fois, en fait c'est ça le grand principe, c'est que le vocabulaire ou même les phrases, c'est deux versants, il y a le versant compréhension et expression. Et en fait, un enfant peut très bien comprendre des consignes, du langage en général, et ne pas réussir à s'exprimer. Donc nous, on essaye vraiment de tester tout ça. Voilà. Et celle-là, je la trouve bien parce qu'elle est assez neuve. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, elle utilise des figurines. Donc ça, comme en plus, du coup, pour du langage oral, c'est des enfants très très jeunes, c'est très difficile de faire des tests, de faire passer un test, surtout quand il y a des troubles du comportement. Et vraiment, moi, quand j'ai vu ce test, je me suis dit, ça va changer la vie, quoi, qu'il y ait des petites figurines à toucher, refaire des petites scènes avec des petits bonhommes. Effectivement, ça change tout que de faire des tests à l'ancienne, papier, crayon. Carrément, parce que c'est beaucoup plus vivant et tout pour les enfants. Ça dure à peu près combien de temps, la passation? Alors ça dépend aussi beaucoup du patient, parce que surtout pour les très jeunes, ça peut être parfois très difficile à tester. Donc moi, encore une fois, je fais beaucoup de cas par cas. Et puis il y a toujours encore justement là avec les valos, avec les petites figurines, etc. Le but c'est aussi que l'enfant se sente pas testé et qu'il ne voit pas que nous on est en train de noter, qu'il pense qu'il est en train de jouer avec des figurines. Parce que se sentir testé pour un enfant ça peut faire peur, surtout pour la première fois. Et voilà, je sais plus trop. C'est pour savoir combien de temps ça durait. Voilà, c'était ça, pardon, je dis. C'est normal, il est 21h. Alors, du coup, moi j'utilise donc les séances de 30 minutes en sachant du coup que je vais quand même essayer de mettre à l'aise, qu'il y a l'anamnèse à faire avant. Mais je vais faire des petites séances de 30 minutes. Donc en général, il faut 3 fois une anamnèse, une rencontre. Je dirais une deuxième fois de 30 minutes. Et selon comment ça s'est passé, remettre une autre séance à 30 minutes et encore une autre s'il y a besoin. Et voir si on peut passer, si c'est un enfant où il y a zéro problème, il va passer son test sans souci, on peut y aller, quoi. Par contre, si c'est d'autres
où on voit des petites difficultés d'attention ou des troubles du comportement, là, effectivement, on va mettre beaucoup plus de temps pour tester. Donc en gros, il y a alors, les valos. Les valos, ça Ouais. c'est vraiment en fait pour Ouais, toi voilà. un peu un incontournable Ouais. pour une orthophoniste, Mm. c'est d'avoir les valos. Est-ce qu'il y a d'autres batteries de tests comme ça? Je sais qu'il y en a plein pour une Ouais. orthophoniste, mais les deux, trois noms en fait comme ça pour savoir. Le Il y Norsi, avait vous savez l'Elo très bien qu'il y a aussi les qui Whisk. était assez. Ah oui, il y a Hello. Pour moi, c'est l'ancêtre en fait. Avant, je l'utilisais beaucoup quand j'ai commencé. C'est l'ancêtre de l'Evalo, D'accord. justement. Parce que moi, je trouvais qu'elle était assez facile à passer. Je sais qu'il y a beaucoup d'orthos qui n'aiment pas parce que les dessins sont en noir et blanc. Et du coup, ça fait assez obsolète. Mais je trouvais qu'elle était bien pour vraiment tester l'ensemble. Voilà, mais après, oui, c'est vrai que du coup, les dessins étaient assez à l'ancienne. Et il y avait aussi la Nil qui était mieux, justement, moi je trouvais, pour tout ce qui est trouble de l'articulation. Ok. C'est-à-dire qu'on voyait bien la différence entre si l'enfant réussissait mieux à répéter le mot, à redire le mot correctement avec une répétition ou non. Voilà. Est-ce que l'orthophoniste est tenu de rédiger, ça fait super procès là, les questions que je suis en train de poser, mais c'est pour que, parce que malheureusement, heureusement, bref, on passe tous par plein de praticiens et puis les familles tout passent malheureusement par plein de praticiens et en fait, bon, les gens en fait travaillent un petit peu comme ils le veulent, mais bon. Est-ce que l'orthophoniste est tenu de rédiger un compte rendu écrit après avoir fait un bilan? Alors normalement oui, et on doit de toute manière le remettre au médecin déjà parce que c'est lui qui fait la prescription, donc c'est à lui que ça doit revenir en premier, puis aux patients aussi, aux parents, et c'est tout, parce que c'est un document, il faut faire attention, c'est un document médical, paramédical, donc il y a du secret médical aussi à l'intérieur, donc après, c'est aux parents de faire ce qu'ils veulent, mais personne d'autre ne doit le demander. Pas l'école, pas l'institut. Le parent le donne s'il le veut, et ça c'est déjà arrivé des cas où le parent ne voulait pas le donner, il a le droit. C'est vraiment le parent Toi, tu qui remets le décide compte et rendu. le médecin. Tu remets le compte rendu Mais aux jamais parents. à l'école directement. C'est les parents qui décident, Voilà. c'est les parents Après, qui si ont autorité. nous on leur dit, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment eux qui veulent. Parfois, Moi, ça les j'invite arrange toujours. de donner. Ouais, j'invite toujours les parents à communiquer avec l'école. Ouais. Normalement, c'est pas censé porter préjudice à la scolarité de l'enfant. Si jamais ça le fait, bon, c'est que clairement c'est l'école qui a un problème, parce que l'enfant n'a pas choisi en fait d'avoir ces difficultés. Mais en tout cas, vous en tant que parent, vous vous dites, bah voilà, vous apportez la preuve comme quoi vous faites aussi le nécessaire à l'extérieur, que justement, encore une fois, vous vous battez pour que votre enfant ait accès à des soins, à des prises en charge. Et après, si l'école derrière ne veut pas faire son travail, ça, c'est encore une fois malheureusement encore une autre bataille. Mais bon, donc normalement, bilan, compte rendu écrit. Ouais. Alors par contre, il faut être sympa, il faut nous laisser du temps parce qu'il faut savoir que oui. du coup, si on a à peu près 60 patients par semaine, c'est compliqué et c'est difficile à rédiger un bilan. On doit tout corriger, rédiger, etc. Donc c'est vrai que bon, après en fait les patients ne savent pas, mais ça m'est déjà arrivé après la dernière séance du bilan. Même pas avant, est-ce qu'on peut avoir le compte rendu? Il faut laisser du temps vraiment. C'est quoi alors à peu près du temps? Pour que les gens en fait sachent à peu près. Moi ça dépend aussi, par exemple quand tu arrivais à Champs, j'avais que des nouveaux patients. Donc j'ai vraiment, et tout le monde est compréhensif en général. Quand je suis arrivée à Champs, j'ai eu que des nouveaux patients, donc forcément qui dit nouveau patient dit bilan. Donc on se retrouve, même si c'était qu'une après-midi, du coup avec 7-8 bilans à rédiger en même temps. Donc il faut aussi qu'on dorme. Voilà. Mais en général, ça pose pas de problème. Moi, je le préviens avant, j'explique la situation. Que oui, on va le remettre. Et puis après, il y a des patients que ça n'intéresse pas d'avoir. Donc on va privilégier ceux pour qui c'est très urgent avant. Ça, après, ça, c'est vrai que c'est chaque professionnel aussi, finalement, parce que c'est du libéral. Donc en gros, chacun fait un peu comme il le souhaite. Moi, je sais que je vais avoir des confrères qui vont mettre 2 mois, par exemple, avant de remettre un compte rendu. Moi, j'essaie de me tenir à ça. J'essaie de me tenir à 2 à 3 semaines maximum, 3 semaines.
Parce que je trouve qu'au-delà, du coup, c'est terrible hein, Ouais. le temps d'attente. Mais c'est vrai que ça dépend en fait de chaque, comment dire, de chaque praticien. Mais grosso modo, ils attendent quoi? Ils attendent peut-être 3 semaines, un mois. Ouais, je te dis, moi, ça dépend vraiment. Je préviens C'est hein, juste en mes fait pour pas patients qu'il y ait, vraiment, il y a pas 5 mois d'attente. oui, non, 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 ok. non, non, les 2 mois. Si quelqu'un dit 5 mois d'attente, c'est pas Ouais, normal. non, moi, je dirais un mois. Un mois, Et ok. encore, oui, en fait, ça dépend justement de la situation. Comme je te disais, quand je viens. Là, par exemple, à Paris, j'ai pas en ce moment, à part des renouvellements, de nouveaux patients. Donc, si j'en ai un demain, je vais voir si ça se trouve le rédiger la semaine Hmm. prochaine. Par contre, à Champs, quand je suis arrivée et que j'en ai eu 10 d'un coup, là, Il fallait effectivement, faire il tous les fallait comptes attendre un rendus. peu plus. Voilà. Euh, c'est payant ou pas en gros le temps de travail que vous mettez pour rédiger le compte rendu? Non, c'est inclus dans le Ok, temps du bilan. d'accord, Ouais. ok. Mais la restitution, par contre, c'est un rendez-vous à part. Ça dépend. Moi, ça dépend. Alors, souvent, je sais qu'il y en a beaucoup qui font une restitution. Ça, c'est vraiment du cas par cas aussi, parce que faire une demi-heure là-dessus, souvent, tant pour le patient que pour nous, c'est compliqué. C'est Donc, compliqué, ouais. moi, je fais, on va dire, restitution avec, du coup, de la rééducation, avec le temps qui reste. Parfois, il y a beaucoup de choses à dire. C'est des cas complexes. Donc, et on a besoin, justement, c'est des patients avec des difficultés, avec une problématique psycho-familiale derrière. Donc, forcément, on a beaucoup besoin de parler avec la famille. Parfois, il y en a moins. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des patients qui ne parlaient pas français. Donc là, c'est compliqué, forcément. Est-ce qu'on peut. Oui, donc là aussi, finalement, en fait, c'est pareil, c'est chacun en fait fait un peu Ouais. comme il le souhaite. Mais bon, comme du coup, en gros, en fait, chaque rendez-vous, bah forcément, alors même si du coup c'est Bah, remboursé à ouais. 60%, il n'empêche que du coup, les familles sont quand même obligées en fait d'avancer l'argent avant d'être Bah, on peut remboursées. faire le tiers payant aussi, ça dépend des Ok. autres. Ouais. Euh, Est-ce que les orthophonistes participent au dossier MDPH, à la Oui, constitution d'un dossier MDPH? ouais. Ouais. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en gros, c'est le praticien lui-même en fait qui doit Bah, en fait, rédiger? on fait passer un bilan et justement, ce bilan qui est normé, etc., doit prouver justement que le patient est à même de recevoir les aides nécessaires comme une AVS. Si c'est pour un dyslexique, dysortho, bah des aménagements scolaires. Donc c'est à nous de les suggérer aussi. Donc c'est le test, en fait, les épreuves de test qui vont montrer que oui, le patient a bien droit à tous ces À tous ces aménagements aménagements. ou à une AVS. Mais oui, on peut y participer, bien sûr. Euh, est-ce que est-ce que vous avez des questions? Pour le coup, on a bien parlé de. Alors, je vois que tout le monde. J'ai vu une question, c'était est-ce que les intervenants peuvent être conviés en EES ESS, Ouais. si je me trompe pas, c'est bien les équipes Normalement, oui. Scolaires. Ouais, normalement, oui. Normalement, n'importe quelle Alors, personne oui, on peut être convié. qui intervient. Maintenant, moi, j'y suis allée à quelques-unes. C'est très difficile pour nous aussi d'aller à toutes. Donc, on fait. Alors, après, encore une fois, ça dépend du praticien, mais moi, j'essaye d'y aller. Et ça dépend aussi du patient. Je sais qu'il y en a pour qui c'est vraiment très très important parce qu'il y a tout un tas d'aménagements scolaires à faire et d'autres moins. Donc ça, j'essaie de faire au cas par cas. Mais il faut savoir que du coup, c'est dans souvent, ils ont lieu à des horaires et des jours où nous, on travaille en fait. Donc, on va dire, imaginons qu'on est convié à une ESS un mardi à 10h, le temps d'y aller, etc. Il va falloir qu'on annule toute notre matinée et ça va être des patients aussi qui vont être sans séance. Donc c'est pour ça. Ça dépend aussi des horaires. C'est vrai que c'est compliqué, même ça, c'est mal fait. Si on s'y prend à l'avance, moi je dis parfois aux écoles, franchement, il y a des horaires qui sont pas du tout arrangeants. Et parfois, il y en a qui, oui, quand c'est par exemple sur la pause de midi, on peut s'arranger. Après, c'est possible aussi de pouvoir échanger avec le corps enseignant. Ça veut dire que à partir du moment où les parents donnent le feu vert pour échanger, c'est ça. À ce moment-là, en fait, on prend le téléphone et on échange avec l'école. En fonction aussi de la disponibilité de l'école. Mais du coup, non, c'est possible de pouvoir échanger en amont, pourquoi pas. Histoire de dire, bon, bah voilà, ça, moi, c'est ce que j'ai observé
chez le patient, c'est ce que je préconise pour le patient. Maintenant, du coup, l'équipe éducative se tiendra lieu sans ma présence, mais au moins, voilà, vous avez mon compte rendu, vous savez du coup en gros ce que j'en pense, et puis il faudra voir en gros comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué, et malheureusement, la plupart du temps, bah, c'est les parents en fait qui se retrouvent à devoir courir à droite à gauche pour être sûr que le professionnel communique bien avec l'école, que l'école mette bien en place ce qu'elle doit mettre en place, que l'enfant en même temps il puisse être épanoui, parce que bah, lui aussi le pauvre il court entre le fait de ne pas rater le temps en classe, plus les prises en charge, plus les activités, plus, enfin bref, c'est vrai que c'est très très compliqué tout ça. Mais après, c'est vrai que j'ai déjà eu des écoles qui me prévenaient très très en avance. Et bah, du coup, quand c'est comme ça, on arrive quand même bien. Quand tu es prévenu 3 mois à l'avance, tu peux quand même bien t'organiser, essayer de placer des rendez-vous. Que à l'inverse, ça m'est arrivé vraiment, je rigole pas, 2 jours à l'avance, vous êtes convié à la. Non, bah non, ça ils font exprès alors. Ouais. Non, c'est qu'ils préviennent 3 mois à l'avance, c'est bien. Du coup, elle mérite une boîte de chocolat Voilà. pour le Nouvel An. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je disais, c'est que non, mais les gens en fait participent plutôt pas mal. Un mail à l'école avec la famille en copie pour les aménagements est plus efficace. Les écrits restent. Tout à fait. Ouais, et merci Priscilla pour le mot de tout à l'heure. Mais c'est un combat, oui, je suis d'accord. Je sais que c'est très compliqué. En fait, les professionnels, alors certains d'entre eux en tout cas, font vraiment aussi du mieux qu'ils peuvent pour vous aider, vous, parents, dans ce parcours du combattant. Mais du coup, c'était aussi extrêmement intéressant de faire intervenir Camille pour ce NeuroLive, parce que, bah, comme vous le savez, ou en tout cas comme vous devez vous en douter, bah, les orthophonistes font aussi partie finalement des professionnels qui travaillent énormément, d'où le fait aussi qu'il y ait plus de place finalement en fait, pour pouvoir avoir un rendez-vous chez une orthophoniste. Et c'est vraiment malheureux, mais bah, typiquement, par exemple, là, on est en pleine période de les parents qui sollicitent pour avoir absolument le compte rendu, le rapport de fin de suivi, le fait d'échanger avec le médecin qui doit renouveler la prise en charge, le traitement médicamenteux, plus le fait de l'école s'est prononcée pour un passage, mais pas vers la bonne filière, et du coup, est-ce que. Bref, c'est assez pour les professionnels aussi, finalement, là, c'est typiquement la période où. Bah, la preuve, finalement, en fait, du coup, lorsqu'on commence une demi-heure en retard, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Mais bon, après, voilà, on aime ce qu'on fait, et du coup, c'est avec plaisir. Mais parfois, du coup, si par exemple on répond pas, bah, ouais, limite dans tout de suite, vous en faites pas en fait, c'est que personne ne vous a oublié, c'est simplement que bah, il y en a je sais pas combien d'autres aussi qui ont demandé exactement la même chose, et il faut répondre à tout le monde. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Et pour trouver des créneaux qui conviennent à tout le monde aussi, c'est très difficile. On essaye vraiment de faire au mieux, parce que je sais que moi, on me demande souvent les créneaux après l'école, forcément. Mais du coup, comme tout le monde veut ses créneaux, ça devient très compliqué. Du coup, moi, j'ai plein de patients que je prends, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, pendant le temps scolaire, et ils sont normalement autorisés à manquer l'école pour venir en thérapie, parce qu'ils ne sortent pas de l'école pour aller s'amuser, mais pour aller travailler en ortho. Et du coup, en fait, on considère que un enfant justement qui est en difficulté à l'école, plutôt que de le laisser galérer comme ça tout seul avec ses difficultés, il va beaucoup plus gagner justement à venir en orthophonie, à être seul, concentré pendant 30 minutes et travailler, et de se sentir soutenu aussi, que de galérer en classe. Donc si en gros demain il y a une orthophoniste qui propose le créneau de mardi 10h, mardi 11h. Oui, en général, de toute façon, je pense qu'on est toutes dans le même cas. Si on propose un créneau, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Et que ça sera malheureusement ça ou rien. Après, moi j'essaye du coup d'adapter. Après, il y a des orthos qui prennent que des enfants. Moi, comme je prends des adultes, en fait, je prends tous les adultes en général le matin pour essayer de laisser libre
les après-midi, mais même encore avec ça, c'est compliqué. Est-ce que tu serais partante pour faire un. Je pose la question là, Ouais. mais un neurolive sur un trouble particulier ou sur une pathologie particulière? Si Parce on que a des demandes, ou ouais. s'il y a des... Ça pourrait être sympa parce que, bon, là, forcément, en gros, les premiers neurolive et tout, à chaque fois, tu vois, on fait une Là, petite c'est présentation. vraiment une présentation parce Voilà. que en fait, c'est ça aussi, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de parler de mon métier. Je trouve que c'est un métier qui est encore très très mal connu, et pourtant, enfin, je pense que par contre, les parents qui cherchent les orthophonistes commencent à connaître. Mais c'est vrai que même dans tous les milieux, j'entends encore, mais orthophoniste, qu'est-ce que c'est? C'est pour les pieds, c'est pour les oreilles, c'est quoi? Est-ce que tu fais des che avec ta bouche? Et en fait, c'est tellement plus. C'est-à-dire que, enfin, si on reprend tout, tu as le langage oral, donc vraiment tous les aspects du langage oral, avec toutes ces pathologies, donc les gros retards du langage oral, le bégaiement qui peut être psychoaffectif, la dysphasie qui est très très mal connue, qui est un trouble spécifique du langage où normalement du coup le patient va avoir une compréhension intacte, mais c'est vraiment un trouble d'expression, donc ils ont beaucoup de troubles du comportement en même temps. L'autisme aussi qu'on va avoir beaucoup en consulte, tout qui est TSA, les TED, troubles envahissants du développement. Après, tout ce qui est langage écrit, les dyslexiques, dysorthographiques, les TDA, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc déjà ça, rien que ça fait quand même beaucoup plus que l'ortho qui va juste rééduquer les troubles d'articulation. Et puis après, toute la problématique neuro avec les patients qui ont fait des AVC, donc qui ont des aphasies qui découlent de ces AVC. Les maladies neurodégénératives aussi, pour lesquelles il y a beaucoup de progrès si c'est pris en charge tôt. En fait, le but c'est de stagner les choses, pas de faire progresser un patient bien sûr en mémoire, mais de vraiment stagner les choses et surtout de venir rééduquer le manque du mot, parce que souvent ces patients ont un manque du mot. Voilà, donc ça c'est purement un langage. Après je m'embarque un petit peu. Non, mais c'est en gros pour vous montrer que y a vraiment plein et encore j'en ai oublié plein parce qu'il y aura tout ce qui est voix, etc. La voix, les troubles chez les prématurés de déglutition. Donc en fait il y a vraiment plein de pathologies qu'on peut prendre en charge, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est débordé. Et voilà, là le but c'était de faire un neurolive vraiment présentation, savoir ce que c'était, etc. Et voilà, après s'il y a besoin de. Mais oui, on fera à partir du mois de septembre. Ouais, à partir du mois de septembre, on fera sur une thématique vraiment particulière. Je suis d'accord avec Priscilla du coup par rapport au TED. Est-ce que les orthophonistes ont les mêmes champs de symptômes? Exemple, trouble oral, rigidité, sélectivité alimentaire. Tous les orthophonistes ont les mêmes champs de symptômes. Est-ce que Nathalie, vous voulez bien du coup peut-être reformuler la question? Peut-être, est-ce que tous les orthophonistes peuvent traiter ça? Parce que ça m'a l'air un trouble oral avec sélectivité alimentaire, si c'est le cas, ça a l'air très spécifique, donc effectivement, si c'est ça, si je comprends bien, en fait, chaque orthophoniste va avoir aussi ses spécificités, ses spécialités, et il y a quelques pathologies, quelques troubles qu'on ne va pas être capable de rééduquer, donc dans ces cas-là, on va envoyer vers des consoeurs. Parce que si c'est ça, par exemple, les troubles oraux avec sélectivité alimentaire, par exemple, moi, tout ce qui est déglutition, je ne fais pas. Ça, tu fais pas, ok. Ouais. Et il y en a beaucoup qui font, donc c'est vrai que chacun fait avec ce qui est. Merci. Ouais, du coup, c'était ça. Ça suit tous faire toutes les pathologies. C'était ça. Donc en gros, en fait, il va y avoir des spécialités, au sein d'une même profession, il va y avoir des spécialités. Mais en fait, on a vu avec ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait tellement de pathologies qui étaient traitées en ortho que c'est même difficile de prendre tout en charge en fait. Absolument tout. Je sais qu'il y a par exemple plein d'orthos
qui vont pas du tout faire de neuro, pas du tout faire de bégaiement. Et là, Après, du coup, à ce moment-là. retard de langage oral, retard de langage écrit, je pense que tout le monde fait. Après, il y a aussi des personnes qui font que neuro, parce qu'elles ont choisi de le faire aussi. Mais initialement, la plainte principale, je reviens sur c'est quand même du coup lorsqu'il va y avoir vraiment une problématique, en cas une plainte liée au langage de sa définition la plus large. Sa définition la plus large, avec du coup, même du coup la sphère attentionnelle et tout ça et tout, mais voilà, langage oral, langage écrit, dans sa définition la plus large, normalement c'est ça en fait qui amène du coup à consulter une orthophoniste, même si du coup voilà, les orthos vont aussi travailler tout plein d'autres choses. Donc c'est ça qui amène à consulter. Est-ce qu'on est bon niveau timing? Je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, merci. Du coup, on te demande quelle est ta spécialité. Alors moi, maintenant, je fais des questions perso. J'ai plus de spécialité à proprement parler, parce que je prends vraiment langage oral, langage écrit, toute attention. Déjà la ponctualité. Autisme et neuro, donc je fais quand même un champ très vaste. Par contre, quand j'ai commencé, je me suis spécialisée en pédopsychiatrie. Et j'ai fait beaucoup justement uniquement de la pédopsychiatrie quand j'ai commencé. Et après, j'ai voulu élargir un petit peu ma prise en charge. Donc les troubles du comportement. Troubles du comportement, ouais. En tout cas, c'est vraiment parce que, alors, du coup, pour que vous le sachiez, Camille, ça fait depuis maintenant longtemps qu'on avait échangé tout pour qu'elle participe à un Neurolive. Depuis le départ, en fait, elle avait dit qu'elle était vraiment, vraiment intéressée, que ça lui plaisait parce qu'il y a le côté, on échange directement avec les personnes. Et c'est vrai, ça remonte il y a quand même maintenant, je ne sais pas combien de mois, où tu avais dit que donc, voilà, tu voulais faire avec plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu avais dit que du coup, tu voulais le faire. Et bon, du coup, on l'a fait ce soir. Et la prochaine fois, on parlera si tu es d'accord et tout, d'un trouble en particulier, d'une pathologie en particulier. Voir un petit peu aussi ce que les gens veulent. N'hésitez vraiment pas, encore une fois, vous le savez, de toute façon, à mettre en commentaire. Alors, je sais qu'il y a pas mal de. Là, les derniers commentaires, j'ai pas répondu, puis les intervenants n'ont pas répondu. Mais on le fera, encore une fois, promis. Et du coup, n'hésitez pas à partager également. Est-ce que tu as quelque chose ou pas à ajouter? Moi, j'hallucine en fait qu'il soit déjà 21h25. Je pensais que ça faisait une demi-heure. Non, mais ça passe super vite. Et du coup, je me dis, mais du coup, effectivement, vu comme ça passe vite, pourquoi pas prendre une pathologie en particulier, et même moi aussi essayer d'approfondir en le sachant à l'avance. Et comme ça, on fait exemple, 1 heure, on parle de... Il y a tellement de choses à dire sur le retard de langage oral ou la dyslexie, où je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents un peu d'autistes qui sont désemparés. Donc voilà. Et comme ça, on se prendra le temps, 1 heure, sur une thématique précise. Voilà. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait très plaisir aussi de pouvoir partager mon expérience avec ce métier que j'aime beaucoup. Merci à toi pour ta disponibilité, merci pour toutes ces précisions. J'allais vous dire bonnes vacances, mais en fait demain, il y en a un autre demain avec Marie, ergothérapeute. On va parler des... du coup là il y a une thématique, c'est sur les troubles de l'alimentation en pédiatrie. Ça c'est précis. Ouais, ça c'est super précis. On avait déjà fait un Neurolive avec Élise, ergothérapeute. Du coup, on avait déjà parlé de l'ergothérapie. Donc là, demain et tout, c'est troubles de l'alimentation en pédiatrie. Et les vacances, c'est... on ne sait pas trop. Du coup, passez une bonne soirée. À demain. Camille, merci encore une fois. De rien, merci à toi. Avec plaisir. Et bonne soirée. Du coup, à demain. Bonne soirée. Ciao.